crois qu'on peut vraiment les remercier parce que c'est un vrai travail intéressant qui va nous permettre d'ancrer toutes les interventions. Je vais en profiter pour présenter l'équipe de pilotage, le comité de pilotage de ce projet. Donc, il y a Clotilde qui doit être par là. Voilà, Clotilde de la SAPN. Robert, qui est ici. Il y a moi-même. Il y a Thierry qui vient juste d'arriver. Voilà, qui est là et qui est le responsable du master. C'est lui qui pilote ses étudiants. Voilà, bon travail Thierry. Je crois que ces étudiants ont bien compris la problématique et les scénarios 2050 dont on va parler, ça les concerne, c'est vraiment pour vous. Il y a aussi Florent qui est là et Denis qui est juste ici. Voilà. Donc toute l'équipe est prête et travaille depuis, pour certains, au niveau des scénarios, avec en plus Manu Rosier qui est là depuis 2 ou 3 ans, mais sur l'organisation proprement de cette journée, ça fait quand même 3 ou 4 mois qu'on est dessus. Et on espère qu'on apprendra beaucoup de choses. Voilà, donc vous êtes coordinateur scientifique, d'une part la direction exécutive prospective et recherche, et d'autre part la direction régionale PACA. Vous êtes par ailleurs référent en charge de la diffusion des scénarios prospectifs de l'ADEME. Donc vous êtes la personne compétente pour nous présenter ces scénarios 2050. Donc on vous écoute avec attention pour une durée de à peu près 20 minutes et après vous répondrez, je l'espère, aux questions du public. Je suis effectivement basé à la direction régionale PACA de l'ADEME qui est à Marseille. Je m'excuse de ne pas avoir pu venir ce matin parmi vous. J'ai effectivement une mission pour la direction régionale PACA de l'ADEME et également au national dans la direction prospective recherche, qui est en fait la direction qui pilote ces scénarios de prospective de l'ADEME qu'on a appelé Transition 2050, qui ont été publiés en 2021 et qu'on est en train d'actualiser en ce moment pour viser une publication de l'actualisation de ces scénarios à l'horizon 2026-2027. Donc l'idée c'est de rester toujours sur la même cible 2050 et de regarder un peu sur, je parle de l'actualisation, de regarder un peu d'autres sujets, notamment sur des questions de biodiversité, d'eau. On va faire un partenariat avec l'OFD, l'Office français de la biodiversité. On va regarder aussi davantage des questions d'intelligence artificielle. Ça va être intégré dans l'actualisation de nos scénarios. Et aujourd'hui, je vais vous présenter principalement les résultats, on va dire, macro de ces scénarios prospectifs de l'ADEME. Et je vais faire un petit focus aussi sur l'énergie parce que j'ai compris que c'était un sujet qui était creusé dans le cadre de ce que vous êtes en train de réaliser avec le groupe en ce moment. Voilà, peut-être 2 mots aussi avant de commencer sur les scénarios de l'ADEME, pour parler juste de l'ADEME, qui est donc l'agence de la transition écologique. On est donc un opérateur de l'État. On travaille avec le ministère de la Transition, on a la tutelle du ministère de la Transition écologique et la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc c'est pour ça m'intéressait aussi. Alors c'est vrai qu'en visio c'est pas très pratique. Mais si par la suite il y a des liens qui peuvent être faits avec le pôle universitaire de Gap, je serais ravi de pouvoir échanger avec les étudiants, étudiantes et les personnes qui travaillent également en tant qu'enseignant-chercheur au sein du pôle universitaire de Gap, pour dire aussi que donc en fait nous à l'ADEME, les statuts structures qu'on accompagne, ça va des collectivités, des associations, des entreprises, mais aussi les particuliers. Et de par la tutelle qu'on a avec le ministère de la Recherche, de par la tutelle qu'on a aussi avec le ministère de la Recherche, on travaille également avec les acteurs académiques dans une mission en fait qui vise à accompagner, alors sur PACA, on accompagne des collectivités à travailler avec le monde de la recherche. Donc ce qu'on fait, c'est on organise des ateliers de ce qu'on appelle les ateliers d'émergence de sujets sur lesquels les collectivités souhaitent se positionner.
On essaie d'éclairer ça au prisme de la recherche, donc de reformuler les questionnements des acteurs territoriaux en questions de recherche qu'on va ensuite adresser à des chercheurs et des chercheuses de PACA ou d'ailleurs si les compétences sont ailleurs. Et l'objectif de tout ça, c'est d'ensuite de formaliser ça à travers des ateliers ou d'échanges entre des chercheurs et la collectivité. À titre d'exemple, on a démarré avec le Pays d'Apt Luberon, par exemple, il y a un peu plus d'1 an maintenant, sur les questions de reterritorialisation des filières agricoles et alimentaires. Et donc ça nous a permis de travailler avec eux sur cette question-là. Et donc maintenant, voilà, il y a des échanges qui se font entre les élus, les services techniques de la collectivité d'un côté et des chercheurs de l'autre côté. Voilà, on va mener une démarche similaire dans le PETR du Grand Briançonnais prochainement. Mais voilà, pour vous dire qu'on travaille aussi avec le monde de la recherche et j'en parle beaucoup, désolé, j'ai peut-être passé 2 minutes là-dessus, mais c'était important pour moi parce que c'est aussi en fait une de mes missions dans le cadre de mon poste sur ce lien-là avec la recherche et la prospective. Donc on est à l'ADEME basé dans toutes les régions de France. Donc dans chacune des régions de France, il y a une antenne de l'ADEME, c'est les points bleus que vous voyez. Ça représente à peu près 500 personnes en tout. Et l'autre moitié, les autres 500 personnes sont basées au siège de l'ADEME, donc sur les 3 sites centraux rouges, donc Paris, Angers et Valbonne. Donc de mon côté, je suis basé à Marseille. Je travaille pour la direction régionale PACA et à 50% de mon temps et à l'autre 50% de mon temps pour la direction centrale, donc au national. Donc aujourd'hui, on va revenir sur la méthode et les scénarios de prospective de l'ADEME. Avant de faire un focus sur l'énergie, évidemment, on pourra prendre un temps pour discuter. J'ai compris qu'il y avait ça qui était prévu également dans le temps qu'on a ensemble. Donc, ce sera avec plaisir d'échanger avec vous par la suite. Et donc, pour revenir sur un peu la genèse de ce projet, comment il est arrivé et comment il est cadré, ce projet de prospective. C'est vrai que c'était un projet assez structurant pour nous à l'ADEME de pouvoir éclairer la décision publique via la publication de ces scénarios de prospective. Donc l'idée, c'était d'arriver à illustrer en fait le champ des possibles à horizon 2050 pour atteindre un objectif, donc qui est celui de la neutralité carbone. Il y a plein d'autres sujets qui auraient pu être creusés que la neutralité carbone. C'est un parti pris qu'on a utilisé, mais on aurait pu étudier plein d'autres sujets sur je sais pas, la biodiversité, l'eau. Bon, en tout cas, voilà, c'est un des enjeux de la prospective aussi, c'est de se fixer un objectif et de regarder quels sont les chemins possibles pour arriver à atteindre cet objectif. Et l'idée, c'est d'arriver à éclairer via le prisme et via l'étude de ces scénarios les décisions qui sont incontournables à court et à moyen terme. On n'est pas là pour dire qu'il faut, nous, ADEME, on n'est pas là pour dire qu'il faut choisir tel ou tel scénario, parce que ça, c'est en fait aux citoyens, aux citoyennes en allant voter. Qui vont choisir pour le ou la candidate qui va s'identifier plus dans l'un ou l'autre des scénarios. Bon voilà, après évidemment que tout n'est pas hyper linéaire et que forcément à la fois les candidats et aux élections, que ce soit municipales ou nationales, ne s'insèrent pas exactement dans un scénario. Néanmoins, ça permet d'éclairer sur les chemins possibles. Et d'ailleurs, la réalité, c'est qu'on va pas être évidemment sur entre maintenant et 2050, la trajectoire va pas être exactement sur l'un ou l'autre des 4 scénarios. Ça va être un mélange d'un peu tout ça. Et donc volontairement, en fait, on a fait des visions et des scénarios qui sont contrastés. Vous allez le voir juste après. J'imagine que vous les connaissez peut-être déjà d'ailleurs pour certains d'entre vous. Donc c'est des scénarios qui sont volontairement contrastés et qui sont faits pour susciter le débat public. C'est-à-dire que souvent, on a des questionnements sur nos scénarios, en particulier sur les 2 plus extrêmes, le 1 et le 4, qui sont où on a volontairement tiré le trait pour que ça puisse nourrir le débat public et qu'on puisse se dire ah oui d'accord, mais si on fait ça dans le scénario 4, c'est pas anodin de parler je sais pas, de mobilisation des technologies pour atteindre la neutralité carbone. Et qu'est-ce que ça veut dire que mobiliser les technologies? Donc volontairement, on a grossi le trait pour que ça puisse nourrir le débat public. Et donc, en plus de ça, on a fait un zoom, on a fait des focus un peu sur un certain nombre de sujets bien précis, donc sur les ressources, l'énergie, le climat, l'économie, les modes de vie, etc. Donc, la structure un peu et la manière dont ces scénarios ont été construits, on est parti de grandes hypothèses. Donc, on a fait des récits, en fait, 4 grands récits, 4 grandes orientations, avec des hypothèses qui sont propres à chacun des 4 scénarios.
et des conditions internes à chacun des scénarios qui sont cohérentes entre elles. Et ensuite, on a fait de la modélisation, secteur par secteur. C'est-à-dire qu'on a regardé pour l'industrie qu'est-ce que ça veut dire que de prendre telle hypothèse dans le scénario 1, dans le scénario 2, dans le scénario 3, dans le scénario 4. On a regardé pour les déchets, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre telle hypothèse. Pour les transports, pareil, le tertiaire, le résidentiel, l'agriculture, etc., etc. Et ensuite, on a fait la somme en utilisant un outil intégrateur. On a fait un bilan en émissions de gaz à effet de serre, donc pour regarder, en regardant, en prenant telle et telle hypothèse, on arrive à combien d'émissions de carbone selon chacun des scénarios. Donc on a fait ça pour le carbone, mais on a fait ça aussi pour l'énergie, l'usage des sols, l'usage de la biomasse, etc. Et ensuite, on a fait des itérations pour boucler et arriver à notre objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et après, il y a tout un tas d'analyses qui ont été faites en parallèle de ça, notamment d'analyses de robustesse, pour pouvoir améliorer les scénarios et pouvoir également regarder sur d'autres secteurs qu'est-ce que ça pouvait donner. Les 4 scénarios, donc, vous les avez à l'écran. Je ne sais pas si c'est suffisamment grand pour vous, mais dans tous les cas, je vais vous les expliquer. Donc, l'idée des 4 scénarios, donc c'est vous avez 4 colonnes. Chaque colonne, c'est un scénario. Donc, vous les avez à l'écran, les 4 scénarios. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse regarder donc comment est-ce qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone selon 4 chemins volontairement contrastés. Donc pour atteindre ce même objectif d'arriver à capter autant de CO2 en 2050 que l'on en émet. C'est bien ça la neutralité carbone, hein. C'est que quand on se déplace, quand on utilise la voiture, quand on achète un t-shirt qui a été fabriqué en Chine ou ailleurs, quand on mange, on émet, toute la consommation, ça émet du carbone. Et d'un côté, et d'un autre côté, on peut absorber ce carbone soit via des puits naturels, notamment les forêts, les océans, les sols, la biomasse, ou des puits artificiels comme les technologies de capture et de stockage du carbone. Et donc justement, en fait, selon les 4 scénarios, on va utiliser plus ou moins certains leviers. Donc dans le scénario 1, on va être dans une logique plutôt où on va pousser la logique de la sobriété à son maximum. C'est-à-dire que dans le scénario 1, par exemple, vous allez avoir sur le volet alimentation, on va imposer à la population une division par 3 de la consommation de viande. Donc c'est pas anodin de dire ça pose tout un tas de questions. C'est pour ça que je disais en introduction que ces scénarios, ils sont volontairement contrastés et qu'ils sont là pour nourrir le débat public. On impose une division par 3 de la consommation de viande. Dans le scénario 1, toujours, on va raisonner sur tout ce qui va être autour du bâtiment, sur les sujets de la rénovation. On va rénover massivement les bâtiments et on va être dans une logique un peu comme dans le scénario 2 aussi, de réemploi de matériaux. Donc quand on arrive sur un chantier, plutôt que de tout déconstruire et de reconstruire à neuf, ce qui est plutôt d'ailleurs la logique du scénario 3, pour arriver à isoler les logements dans le scénario 3, on va déconstruire et reconstruire à neuf rapidement. Là, dans le 1 et le 2, on va plutôt essayer de faire du réemploi de matériaux. Donc, si on a des cadres de fenêtres qui sont encore utilisables, on va essayer de les utiliser pour d'autres chantiers. Si on peut réutiliser des poutres, etc., voilà, on va faire du réemploi. Ce scénario 2, toujours, il est un peu dans une logique de coopération entre les territoires. On va essayer de se mettre d'accord avec les territoires voisins pour trouver des solutions pragmatiques pour atteindre la neutralité carbone. On va mettre en place par exemple la consigne dans le verre, où il faut un peu mettre tout le monde autour de la table. C'est pas vraiment une innovation technologique, la mise en place de la consigne dans le verre, arriver à consigner des bouteilles de verre. Donc c'est plus de la logique de la coopération entre les acteurs et entre les territoires. Et dans le scénario 3, donc, qui s'appelle technologie verte, ce scénario 3, alors que le 1 s'appelait génération frugale et le 2 coopération territoriale. Le 3, technologie verte, donc là, on va beaucoup utiliser les technologies, notamment l'hydrogène, et on va raisonner à l'échelle de la métropole. Donc alors que dans le 1 et le 2, on était plutôt à l'échelle village, ville, commune, entre territoires voisins, pour mettre en place des flux et de la mutualisation.
Dans le 3, on raisonne plutôt à l'échelle de la métropole, en utilisant massivement les technologies, et notamment les technologies de décarbonation, donc tout ce qui va être la capture et le stockage du carbone notamment. Et là, dans le scénario 4, le dernier, donc ça va être encore davantage poussé à l'extrême en matière de mobilisation des technologies de capture et de stockage du carbone. Dans le scénario 4, donc qui s'appelle Paris réparateur, pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Lui aussi, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, il est fait pour nourrir le débat public. Donc là, dans le scénario 4, en gros, hein, je synthétise le 4, mais en fait, on change pas vraiment nos modes de vie et nos modes de consommation, mais on s'appuie essentiellement, quasiment uniquement d'ailleurs, sur la capture et le stockage du carbone pour atteindre la neutralité carbone. Sur l'agriculture, on va pousser l'agriculture intensive dans le 4, l'intelligence artificielle, voilà, tout ce qui est technologie globalement, on va s'appuyer beaucoup dessus. On va continuer l'étalement urbain, la consommation de masse, etc., etc. Donc si on regarde maintenant pour synthétiser un peu, vous avez compris qu'en gros, voilà, plus on va du 1 vers le 4, moins on va utiliser le levier de la sobriété, donc la remise en question des modes de vie, des modes de consommation, du juste niveau, du juste dosage technologique qui est nécessaire pour répondre à son besoin. Et là où pour la décarbonation de l'industrie, on va beaucoup l'utiliser dans le 1 et le 2 et bon aussi un peu dans le 3 et moins dans le 4, parce que dans le 4, on va plutôt s'appuyer pas tant sur la décarbonation de l'énergie, pardon, mais sur les technologies de capture et de stockage du carbone, que ce soit les modules que l'on vient placer à la sortie des cheminées des usines, ce qu'on appelle le CCS, Carbon Capture and Storage, qui pose plein de questions parce que quand on capture ce carbone, ensuite il faut aller le stocker quelque part, soit sous la mer, soit sous la terre, mais bon, c'est pas anodin non plus d'aller stocker du carbone. Donc soit on utilise cette technologie de capture et stockage du carbone, soit il y en a une deuxième technologie de capture et stockage du carbone qui s'appelle les DAX. Et donc là, c'est un peu comme des grands aspirateurs. On va aller directement récupérer le carbone qui est diffus dans l'atmosphère sans nécessairement cibler à la sortie des cheminées des usines, comme pour le CCS, qui est l'une des deux autres technologies de capture et stockage du carbone. Sur les enjeux de gouvernance, on va être plus on va du 1 vers le 4, plus on va du local au global. Ça a des impacts de réfléchir à l'échelle globale, nationale, d'utiliser dans le scénario 4 des technologies de capture et stockage du carbone, de continuer l'agriculture intensive, de pas forcément remettre en question nos modes de vie et nos modes de consommation. Tout ça a des impacts environnementaux, parce que dans les 4 cas de figure, vous allez le voir juste après, certes on arrive à la neutralité carbone dans les 4 cas de figure, mais on va y arriver en émettant un petit peu, stockant un petit peu dans le 1, là où dans le 4, on va émettre beaucoup, stocker beaucoup. Et donc là, le fait qu'on ait émis beaucoup dans le 4, et ben, tout ça a évidemment des impacts en matière des impacts environnementaux qu'il faudra évidemment réparer. Donc qu'est-ce que ça nous apprend et en particulier sur l'énergie? Donc déjà, le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est possible d'atteindre la neutralité carbone. Il faut agir rapidement, mais c'est possible d'y arriver. Voilà. Par contre, l'atteinte de cette neutralité, ça repose sur des paris humains et ou technologiques forts qui diffèrent selon les scénarios. Et on fait aussi passer le message que le scénario 1 et le scénario 4, ils sont risqués. C'est ceux qui apparaissent comme les plus risqués. Dans le 1, on va avoir un risque de l'ordre plutôt social, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure, on impose une division par 3 de la consommation de viande, c'est pas anodin d'imposer ça avec des normes, des contraintes, des lois sur la population. Ça risque, il y a des risques associés à ça d'un point de vue social. Là où dans le 4, on est plus sur un risque technologique, parce que j'évoquais les technologies de capture et de stockage du carbone. Mais s'il s'appelle Paris réparateur, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces technologies de capture et de stockage du carbone, elles sont pas matures. Ça veut dire que s'appuyer sur un scénario 4, ou se dire qu'on va prendre la voie d'un scénario 4, donc sans forcément changer nos modes de vie et nos modes de consommation, c'est prendre un risque que finalement ces technologies elles soient pas déployées suffisamment rapidement pour qu'on puisse atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050. Donc c'est un risque également sur d'autres aspects. Si on fait le bilan des émissions et des puits de CO2,
en 2015 et en 2050. Donc là à l'écran vous avez vous avez quatre colonnes qui représentent pardon, vous avez 5 colonnes qui représentent les 4 scénarios. Donc c'est les 4 à droite. Et la situation en 2015, donc c'est le rectangle qui est tout à gauche, qui est le plus grand. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, la situation en 2015, quand on regarde les émissions de carbone et quand on fait la soustraction entre les émissions de carbone et les puits biologiques, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas en 2015, il y a 10 ans, d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, il y a pas de CCS, il n'y a pas de puits technologiques qui existent, qui sont matures. Et ben on est à un bilan net de 401, c'est-à-dire que 401 mégatonnes de CO2 équivalent en positif. Ça veut dire qu'on est très très loin du zéro, on est très loin de la neutralité carbone. Et l'objectif avec les quatre rectangles que vous voyez ensuite à droite, c'est d'arriver à zéro, ou voire même mieux que le zéro. Dans le S1, on est à moins 42 mégatonnes de CO2 équivalent. Et plus on va du 1 vers le 4, plus on utilise de la capture et du stockage du carbone. C'est ce qui apparaît en gris en dessous du zéro. Donc avec un rectangle qui augmente, qui est à 0 dans le 1, et on a un petit peu dans le 2, encore plus dans le 3 et carrément beaucoup dans le 4. Là où en matière de stockage de carbone via les puits biologiques, c'est une dynamique et une trajectoire qui est inverse. Donc on en a beaucoup dans le 1 et plus on va vers le 4, moins on en utilise. Donc ce que ça veut dire tout ça et comment est-ce que et qu'est-ce que ça implique aussi à ce niveau-là. Donc ce qui est important de retenir, c'est que tout ça, un gros sujet, ça va être la manière dont on arrive à baisser et à agir sur la demande. Donc tous les scénarios en fait, ils mènent à une baisse de la consommation d'énergie finale. Donc on est quand même donc même vous voyez même dans le 4, hein, on est quand même, je disais qu'on n'agit pas énormément sur les modes de vie et les modes de consommation, mais néanmoins, avec la mise en place de technologies de décarbonation de l'industrie, on arrive quand même à une baisse de moins 25% de consommation d'énergie finale, même dans le S4. Donc dans tous les cas, il faut agir rapidement, ça veut dire, même si on veut utiliser les technologies et peut activer le levier de la sobriété. Et dans le S1, carrément, on est à moins 55% de consommation d'énergie finale par rapport à la situation de 2015. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la consommation du secteur du transport, c'est celle qui décroît le plus. Donc on est à moins 70% dans le S1, moins 50 dans le S4. Et dans le résidentiel, le tertiaire et l'industrie, on est sur des réductions de la consommation également, mais qui sont plus limitées, en particulier dans le S4. Donc voilà, vous l'avez retenu, vous l'avez compris, les leviers qui peuvent être mobilisés différemment selon les scénarios, ça va être la sobriété, l'efficacité énergétique. Et dans tous les cas, on a quand même la nécessité d'une modification radicale des modes de vie et ou des systèmes productifs avec la mise en place de solutions, notamment en matière d'efficacité énergétique, mais aussi sur l'économie circulaire, l'économie de ressources, pour atteindre une baisse de la demande d'énergie. Donc c'est vrai que j'ai assez peu parlé d'économie circulaire, mais on a aussi quand même tout un travail qui a été fait à ce niveau-là pour regarder aussi en termes d'impact sur les ressources naturelles, qu'est-ce que ça implique. Et donc on se rend compte qu'évidemment ça varie considérablement d'un scénario à un autre. Donc voilà, si on regarde maintenant les énergies renouvelables dans le mix énergétique, donc et si on fait un zoom sur la consommation d'énergie et la part des ENR, donc des énergies renouvelables, dans la consommation finale brute d'énergie, donc en 2015 et en 2050. Donc voilà, on voit que on a, selon les 4 scénarios, entre 70% et 88% de l'approvisionnement énergétique qui est basé sur les énergies renouvelables. Donc je sais que c'est pas anodin de dire ça, il y a énormément de choses qui doivent être faites pour atteindre ça, mais c'est comme ça qu'on a construit nos scénarios.
et avec une part croissante de l'électricité dans tous les scénarios et la quasi-disparition des énergies fossiles. Et donc si on compare les niveaux de 2015 où on était à peu près à 15% de part des ENR, une part des ENR des énergies renouvelables de 15% dans la consommation finale brute d'énergie en 2015, on va atteindre un niveau de entre 88% dans le S1 et 70% dans le scénario 4. Donc on pourra évidemment en discuter après. Sur le volet mix électrique, donc là on a aussi regardé qu'est-ce que ça pouvait impliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'électricité, c'est le vecteur énergétique principal dans nos scénarios en 2050. Donc ça va entre 40 et 60%, on va dire, selon les scénarios. Et ce que vous avez sur le graphique de droite, c'est la répartition de la consommation domestique totale selon le mix de production électrique en 2050. Donc vous avez la situation en 2020, c'est le camembert qui est isolé à gauche. Et sur la colonne de droite, vous avez... alors il y en a 5 parce qu'on a divisé le scénario 3 en 2. Je rentre pas dans les détails, mais on a regardé deux variantes du scénario 3. Et vous avez la répartition donc de mobilisation du nucléaire versus le gaz, le photovoltaïque, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, l'hydraulique, selon les scénarios. Donc ce qu'on retient principalement, c'est que dans le 1 et le 2, on va mobiliser davantage des éoliennes terrestres de grand diamètre et les installations photovoltaïques. On va avoir très peu de nucléaire dans le S1. Dans le 3, un niveau de consommation qui nécessite des technologies qui sont plus coûteuses. Je pense notamment à l'éolien en mer ou le nucléaire EPR2. C'est ce qui fait la distinction entre les deux variantes que j'évoquais tout à l'heure par rapport au S3. Et dans le S4, on va avoir une part équivalente des 4 technologies qui vont être toutes les 4 majoritaires. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et on peut passer à... toutes les questions seront les bienvenues, bien sûr. Merci. Merci, c'était vraiment très clair. Vous pourrez nous envoyer votre présentation. Ouais, je vous entends très mal par contre, mais oui, je pourrais vous l'envoyer, ma présentation, bien sûr. Comme ça, on pourra la diffuser. Et donc, Thierry Tadoni vient me rejoindre parce que nous allons animer cette matinée à tous les deux. Et donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment parce que je crois que c'était vraiment passionnant. Je me présente rapidement, Florent Coche, je fais partie de l'organisation du groupe de travail SAPN FE205. On a beaucoup parlé d'énergie là, mais effectivement il y a le volet économique aussi qui peut intéresser les gens et avec la question finalement comment va évoluer le PIB, même si ce n'est pas le meilleur indicateur, on est d'accord, mais comment le PIB va évoluer là selon ces 4 scénarios. C'est une question que les gens peuvent se poser et qui peuvent présenter des réticences dans un sens ou dans l'autre. Oui. Alors, donc ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a 4 scénarios, en fait, on en a fait 5. On a les 4 scénarios de prospective horizon 2050 et on a le scénario tendanciel. Donc, quand on regarde le PIB par exemple sur le S1, on va avoir une moindre attention à tout ce qui va toucher à la croissance, notamment du PIB. Qu'à d'autres indicateurs sur le contenu, on va dire, plus qualitatif de la croissance. Là où dans le S2, on va avoir un peu pareil que dans le S1, mais une croissance qui va être plus qualitative que quantitative, si on peut dire ça comme ça, avec une réindustrialisation de certains secteurs clés. Et dans le 3, on va plutôt... Enfin, 3 et 4 d'ailleurs, c'est un peu la même logique, vous l'avez compris. Le 4 étant un peu plus poussé à l'extrême. Dans le 3, on va être sur un verdissement quelque part de la croissance, avec des technologies vertes, avec l'hydrogène notamment. Et on va poursuivre tout ce qui va toucher à la tertiarisation de l'économie, avec ce que je disais sur le fait qu'on réfléchit plus notamment à l'échelle de la métropole, une vision plus techno-push, on va dire, dans le S3 et dans le
Dans le S4, là, ça va plutôt être sur l'activité, elle va être relativement carbonée, mais on va avoir une réduction de la pauvreté par une croissance qui va être plus forte, en fait. Bonjour, Michel Kranga, j'ai travaillé dans le groupe de travail énergie. J'avais deux questions. Une sur les émissions de CO2. Il m'a semblé comprendre, j'ai peut-être compris de travers, que pour les 3 premiers scénarios, les émissions de CO2 globalement sont négatives. Alors, dans les 3 premiers scénarios, je vais remettre la slide à l'écran. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Oui. Ma souris. Oui. Donc en fait dans les 3 premiers scénarios, donc c'est ici, hein. On a le 1 ici, donc on a des émissions qui sont bien positives, hein, en orange. Oui. Et dans le 2 aussi et dans le 3 aussi. Néanmoins, ce qui va changer dans les 3 scénarios, c'est principalement en matière de puits de carbone. Donc que ce soit les puits biologiques en vert ou les puits technologiques en gris, ils vont pas être mobilisés à la même hauteur. C'est-à-dire que dans le S1, on va avoir des puits biologiques, vous voyez, à moins 116 mégatonnes de CO2 équivalent. Donc ça nous fait une différence entre le moins 116 et le 74. On est bien au total, on est en dessous on considère qu'on est à la neutralité carbone parce qu'on est à 0, on fait même mieux que 0, on est à moins 42. Je sais pas si ça veut dire quand même que globalement, on a les émissions de CO2 négatives pour certains scénarios, pour les premiers. Oui, ou disons on dit qu'on a capté davantage qu'on a émis, mais c'est pas vraiment des émissions négatives. En tout cas, il y a un peu un risque quand on dit émissions négatives, on a l'impression qu'on n'a rien émis, parce qu'on a quand même émis dans le S1. Voilà. Mais on se comprend, je pense. Oui, d'accord. Et j'ai une question sur l'utilisation de l'hydrogène. Pourquoi dans le scénario 2, il n'est pas question, c'est pas indiqué, il n'est pas question d'utiliser le stockage avec l'hydrogène? Ouais. Alors ça, c'est plus un parti pris pour contraster en fait les scénarios et pour pointer aussi un certain nombre de sujets autour de l'hydrogène. C'est-à-dire que l'hydrogène, il peut effectivement être utile, même si parfois ça reste contestable. Si on regarde par exemple l'exemple de l'aviation. Mais par contre, voilà, si on l'utilise à proximité, dans certains cas de figure, si les réseaux sont bien pensés, etc., que tout est bien pensé, ça peut être effectivement efficace, et notamment qu'il y a une facilité de remplissage à ce niveau-là. Donc en fait, c'est plus pour contraster en fait les différents scénarios. Dans certains cas, on va l'utiliser beaucoup, dans d'autres un peu moins. D'accord. Oui, bonjour, Stéphane Rézin, WhatsApp Énergie, Société d'économie mixte. Juste une question de politique nationale et politique sociale. Alors, peut-être allez-vous être dans votre réserve, mais finalement, comment les gouvernements qui viennent de se succéder, puis globalement, la politique nationale perçoit le scénario 1 et 2, qui sont hyper prescriptifs, entre autres, peut-être, j'ai mémoire de grandes manifestations par rapport au contrôle autoroutier sur les bilans carbone il y a quelques années avec les bonnets rouges. Je voulais juste savoir si ce scénario qui peut avoir comme tendance à être tellement incisif dans nos comportements et comment sont perçus finalement ces scénarios par les gouvernements. Merci. Alors, merci pour la question sur la perception par le gouvernement ou par la sphère publique ou politique des scénarios. Si on regarde en fait, on a fait l'exercice de comparer. Alors c'était en mai 2023, donc il faudrait actualiser cette comparaison aujourd'hui en décembre 2025. Mais en tout cas en mai 2023, on a comparé les objectifs gouvernementaux d'émissions de gaz à effet de serre totales en 2030. Donc on n'est pas en 2050, mais en 2030 parce qu'on a fait aussi des points de passage. Je parlais beaucoup de 2050, mais on a regardé aussi sur le chemin de 2050, on s'est arrêté en 2030 notamment pour regarder. On a comparé ces objectifs gouvernementaux d'émissions de gaz à effet de serre totales en 2030 avec les scénarios de l'ADEME. Et donc ce qu'on voit, c'est que on est pour 2030, on est à peu près entre le 2 et le 3.
Donc on est évidemment en dessous du tendanciel total. Hein. Je crois que le tendanciel total, on était à 350 mégatonnes de CO2 équivalent en 2030, là où les émissions totales gouvernementales, alors après il y a plein d'approximations qui ont été faites, hein, ça reste de la modélisation bien sûr, mais voilà, on était à 270 vis-à-vis des émissions des objectifs gouvernementaux, donc 270, ça fait qu'on est à peu près entre le 2 et le 3. Et sur la question, comment ils perçoivent le scénario 1 et le scénario 2, je pense que en fait ces scénarios ils sont plus faits pour nourrir le débat public. J'ai pas eu connaissance de réactions politiques concernant notre scénario 1 plus que notre scénario 4 d'ailleurs. Donc des élus se sont emparés du sujet et ont réagi sur les scénarios. En fait, à partir du moment où on comprend que c'est un peu la raison d'être de la prospective, c'est de nourrir le débat public. On n'est pas là pour dire il faut faire un S1 ou il faut faire un S4 ou il faut faire un S2, S3. À partir du moment où on comprend la démarche le fait que ces scénarios ils servent à éclairer les chemins possibles pour nourrir le débat public. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément de réaction une fois qu'on a compris la démarche scientifique de l'approche, quoi. Gérard Martinet, je suis le maire de Saint-Léger-les-Mélèzes, moi j'ai une question un petit peu technique. Je ne vois absolument pas apparaître dans les scénarios qui sont là l'évolution de l'informatique et l'utilisation de l'IA en comparatif avec l'utilisation humaine et la production de CO2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on continue à utiliser, on va dire, des méga-serveurs, on continue à utiliser l'informatique de manière de plus en plus prégnante dans la vie de tous les jours, et il n'y a aucun tableau comparatif entre ce que produit, on va dire, la consommation humaine et l'utilisation de l'informatique dans les nouvelles technologies. C'est ce que l'on fait de plus en plus. Aujourd'hui, on dématérialise beaucoup. On a des méga-serveurs qui sont énormément énergivores, dans lesquels il faut refroidir, qu'il faut impérativement alimenter continuellement en électricité. Et derrière, on demande toujours la même chose, on va dire, à la population humaine de notre pays, de faire des économies d'énergie sans mettre en comparatif ces deux utilisations, et je pense que ça va être exponentiel dans les années futures. Là, c'est pour vous, les jeunes, que je vous parle. Moi, je me dis, à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas être contraint d'utiliser l'énergie que l'on va produire pour justement continuer à faire fonctionner ces méga-serveurs, et derrière, on va demander à une population de se contraindre dans des économies d'énergie qui, elles, sont utiles pour que l'on puisse continuer à avancer et à vivre normalement. Voilà, j'ai beaucoup vu de tertiaire, j'ai beaucoup vu de biomasse, j'ai beaucoup vu d'utilisation de l'industrie, mais par contre derrière, j'aimerais bien avoir un comparatif à un moment donné sur la progression de cette utilisation de l'informatique et de ces méga-serveurs dans la vie de tous les jours, et qu'il y ait un tableau comparatif dans cet équilibre qui devrait normalement pouvoir se faire, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que cet équilibre n'existe pas. Alors, donc sur l'impact environnemental du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce que je disais en introduction. En fait, ces impacts-là, on va faire on a lancé un partenariat là spécifiquement avec l'INRIA sur les questions, sur les enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle, pour qu'ils puissent être inscrits dans nos scénarios et qu'on puisse avoir le fameux tableau comparatif que vous évoquez. Néanmoins, on n'a pas attendu ce partenariat pour se pencher sur la question du numérique. Et je vous renvoie notamment vers une étude qu'on a publiée, c'était en 2024, sur la transition du secteur du numérique. Alors, c'est pas étudié via le prisme des 4 scénarios, mais c'est un sujet qui a été étudié, c'est pas de la prospective, on va dire, c'est une étude scientifique à part sur le numérique, où on n'a pas étudié le numérique sous le prisme des 4 scénarios, mais on en déduit un certain nombre d'informations, notamment avec des chiffres qui ont été publiés sur l'empreinte environnementale du numérique en France, et une analyse des impacts liés aux équipements et aux infrastructures, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi ça que vous évoquez, notamment sur les data centers, sur l'ensemble du cycle de vie. Donc notamment, on a des chiffres qui nous disent que voilà, on a 10% de la consommation électrique annuelle qui vient des services numériques,
Et donc ça représente pour chaque Français un équivalent de consommation électrique qui est loin d'être négligeable. Et le chiffre aussi en matière d'émissions de carbone, voilà, donc 2,5% de l'empreinte carbone de la France est liée au numérique. Donc c'est un petit peu plus que le secteur des déchets. Et puisque je parle des déchets, justement, en termes de consommation de déchets, on est sur à peu près 20 millions de tonnes de déchets qui sont produits par an sur l'ensemble du cycle de vie des équipements à l'échelle de la France, avec aussi, au-delà des déchets, une consommation de ressources qui est très importante. On est sur plus de 60 millions de tonnes de ressources qui sont utilisées par an pour produire et utiliser des équipements numériques. Donc voilà, je ne vais pas vous sortir tous les chiffres de l'étude, mais je vous renvoie vers ce travail qui a été réalisé par l'ADEME en marge de l'exercice de prospective. Néanmoins, comme je le disais au début, voilà, ça va être intégré dans l'actualisation de nos scénarios de prospective quand on va les publier prochainement via notamment ce partenariat que l'on a créé avec l'INRIA, donc qui l'Institut national de recherche en sciences et en technologie sur le numérique. Alors l'INRIA est dans la salle, il y a un représentant, donc voilà, on vous écoute et la question suivante arrive. Allez-y. Bonjour, merci pour votre présentation très complète. Mon nom est Vincent Lamy, j'habite à Bréziers et je suis chef d'entreprise. J'ai juste une question, peut-être qui est en termes d'élargissement de votre étude. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait du PIB. Est-ce que le PIB est la bonne mesure? Ma question, est-ce que l'ADEME ou est-ce que votre organisation a en tête, pour l'avenir l'intention d'élargir ce genre d'études à d'autres aspects de notre évolution de civilisation comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la pauvreté, les inégalités, la chute de la biodiversité, des éléments complémentaires et essentiels sur un scénario qu'on pourrait se fixer à 2050. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas le risque de tomber dans ce que la littérature scientifique appelle de plus en plus le carbon tunnel? Voilà ma question. Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs questions dedans. Donc j'ai retenu 4 sujets, donc eau, air, biodiversité, pauvreté. Donc de la même manière qu'on a monté un partenariat avec l'INRIA pour spécifier ces enjeux sur l'impact du numérique, on a également monté un partenariat avec l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, pour qu'on puisse davantage encore prendre en compte les aspects biodiversité dans ce travail de prospective. Ils avaient déjà été pris en compte, mais là ça va l'être encore davantage parce que effectivement il n'y a pas que le carbone qui compte, et notamment quand on parle de biomasse et quand on parle de puits biologiques, et quand on dit par exemple que dans le S1 et le S2 les puits biologiques sont en croissance grâce à la forêt, grâce au changement des pratiques agricoles, etc. C'est pas anodin de dire ça aussi, parce que qui dit changement des pratiques agricoles dit changement d'occupation des sols. On réfléchit sur la gestion des forêts, sur le produit bois aussi, comment est-ce qu'on le traite, et tout ça, ça a des impacts sur la biodiversité qui sont importants. Donc voilà, on a un partenariat qu'on a monté avec l'OFB, donc pareil, dans l'actualisation qui sera publiée fin 2026-2027, on va avoir cette analyse-là qui sera réalisée d'un côté, et d'un autre côté, vous parlez de pauvreté. Donc on a également un travail qui a été réalisé sur les modes de vie notamment. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire sur la société en fait en matière d'impact sociétaux, qu'est-ce que ça veut dire que de choisir un scénario 1, un 2, un 3 ou un 4. Donc il y a eu une enquête qui a été réalisée et qui va être encore renforcée d'ailleurs dans le cadre de l'actualisation des scénarios, notamment sur les aspects de gouvernance, avec une confrontation des scénarios qui a été réalisé à la perception d'un panel de citoyens qui a été étudié, et l'idée c'était de questionner un peu leurs aspirations individuelles et collectives
en les projetant dans les 4 sociétés qui ont été scénarisées en fait dans notre étude de prospective. Donc je vous renvoie, ça s'appelle le feuilleton mode de vie si vous voulez regarder davantage. Je l'ai pas dit, mais on a énormément de ressources. On a quelque chose qui s'appelle la librairie ADEME en ligne. Et là-dessus, vous allez trouver énormément de ressources, que ce soit sur le rapport de cet exercice de prospective qui fait 600 pages, un gros rapport, mais il y a aussi une synthèse et des recommandations qui sont plus courtes. Et on a tout un tas de feuilletons qui étudient énormément de sujets différents. Et donc, on a un feuilleton justement sur les modes de vie, avec une analyse de la désirabilité, de la faisabilité aussi et des conditions de réalisation des différents scénarios qui a été, tout ça, ça a été analysé également. Donc, je vous renvoie vers ce feuilleton mode de vie. Voilà. Dernière question. Il faut savoir que Diane Roussel d'Énergie Partagée est dans la salle aussi, donc elle pourra répondre à prolonger la discussion. Voilà. Dernière question, et on passera après à FNE. Sophie Picard, du coup, chargée de projet chez NARCOP, PACAR. Je voulais apporter la question un peu de Stéphane Bazin, c'est plutôt sur le plan politique. Parce dans les 4 scénarios, on voit que le développement des énergies renouvelables est très ambitieux. On est à plus de 70% en mix énergétique. Aujourd'hui, on a pris ce chemin-là. On a des énergies qui sont très compétitives, des énergies ENR très compétitives, avec des prix de production à 50 € du mégawattheure. Donc, par rapport aux fossiles nucléaires, on est des énergies qui sont très, très peu chères. Aujourd'hui, on se rend compte que l'électrification des usages n'est pas du tout au rendez-vous. Pour le coup, si on veut pas louper la transition énergétique et la stratégie bas carbone qui va avec, comment on appuie sur cette transformation des usages, changement des pratiques pour que cette électricité qui est décarbonée, qui est produite sur le territoire national, qui est peu chère, soit consommée par les usagers. Ouais. Donc sur la question que vous posez, elle s'inscrit dans un contexte politique national compliqué sur la question de l'électricité, parce que les orientations en matière de production d'électricité, notamment que ce soit nucléaire ou ENR, elles sont un peu mouvantes en ce moment. Il y a 2 ans, il y avait des annonces qui ont été faites sur le nucléaire, sur le fait qu'il fallait modérer, voire arrêter le nucléaire. Après, on a dit qu'il fallait davantage pousser pour les projets d'EPR, notamment suite à la guerre en Ukraine. Ensuite, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Donc, on est un peu dans un entre-deux, où aussi on attend la publication de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, qui est pas encore sortie. Et donc, là-dessus, c'est sûr que c'est pas si, il y a un certain nombre de critères et d'éléments à prendre en compte pour arriver à réaliser ça, et notamment à développer les ENR. Et donc en fait, ça demande je sais que vous travaillez chez NARCOP, vous savez probablement ça mieux que moi, mais que ça demande en fait consommer l'électricité quand elle est abondante et arriver à la limiter en période de tension sur le réseau. Ça nécessite un pilotage qui est précis. Et pour autant, si on veut que cette flexibilité elle fonctionne sans effort pour les citoyens, il faut arriver qu'elle soit à la fois automatique et aussi intuitive pour pas demander aux gens de se lever à 3 heures du matin pour brancher leur voiture parce que l'électricité va être moins chère. Et donc c'est arriver à trouver un peu ce juste milieu et à montrer aussi quelque part qu'on y a tous à y gagner, quoi. Merci beaucoup Rémi Durieux. Nous allons passer à la présentation suivante, et c'est Thierry Caton qui va prendre le relais. Thierry est le directeur de ce master, qui est lui qui pilote tout le travail de ce. Je suis pas directeur. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà.